Frédéric Tadei. Bertrand Blier. Regarde, les hommes changés. Bonjour Bertrand Blier, vous êtes cinéaste, romancier, auteur de théâtre, vous avez 69 ans, vous avez été primé à Cannes, au César et même à Hollywood, Oscar du meilleur film étranger en 79 pour préparer vos mouchoirs. 12 de vos films sortent dans un coffret DVD. Les Valseuses est déjà ressorti en collector. Si l'on vous avait dit au moment où vous tourniez Les Valseuses au début des années 70 qu'un jour 12 de vos films tiendraient dans un petit coffret de 20 cm de hauteur sur 14 de profondeur, la taille d'une Pléiade à peu près. Est-ce que vous pouviez le concevoir ? Moi, j'y ai jamais pensé, je m'en foutais. Non, il fallait déjà faire Les Valseuses, quoi. Elle terminait, elle menait à bien. C'est vrai que vous pensiez même pas qu'un jour il y aurait une carrière. Vous savez, quand on fait un film comme ça, j'étais jeune, c'était mon premier film ou mon dernier, quoi. Ça, je jouais ma peau. Donc on pense pas à faire une carrière, on pense à faire le film, quoi. Mais plus prosaïquement, est-ce que vous pouviez imaginer qu'un jour le cinéma, ce serait plus, enfin du moins les films, ce ne serait plus quelque chose qu'on attend devant un cinéma dans l'espoir que ça va être programmé ou qu'on chope à la télé quand ça passe. Un jour, ça pourrait tenir dans un coffret, on pourrait les voir, les revoir, autant qu'on le voudrait. À cette époque-là, on n'y pensait pas. On faisait les films d'une manière classique, ils sortaient, il y avait l'exclusivité, la deuxième exclusivité, après il y avait des salles d'arrêt d'essai qui parfois reprenaient, et puis voilà, et puis ça repassait parfois pendant les vacances. Les Valseuses, c'est un film qui est passé souvent pendant les vacances. À tel point qu'on sait même plus combien de gens l'ont vu au cinéma. Ça avait été un énorme succès à sa sortie, 5 millions de spectateurs. Mais c'est tellement ressorti. Voilà, on sait pas combien on a fait. Enfin, la maison de production doit savoir. Mais moi, je sais pas, parce que à chaque fois qu'un exploitant de salle avait un problème, il demandait qu'on lui envoie en urgence une copie des Valseuses. Alors c'était le pompier, le film Pompier. Qu'est-ce qu'on y a gagné, à votre avis, Bertrand Blier, à aujourd'hui pouvoir voir et revoir aussi souvent les films qu'on le veut? Autrefois, il y avait des gens comme François Truffaut qui voyaient les films 3 fois de suite. Aujourd'hui, mon fils qui a 8 ans, il a revu 3 fois de suite tous les films de Tim Burton. C'est quelque chose de banal pour la jeune génération aujourd'hui de revoir les films quand ils en ont envie. Pour les enfants, il y a ce phénomène où ils voient tous les jours le même film. Bon, alors ça, je sais pas. C'est typique des jeunes, ça. Moi, quand j'avais 15 ans, j'écoutais 60 fois le même disque dans la journée. Bon, donc ça a toujours existé. Avec le cinéma, c'est peut-être pas mal parce que ça leur fait rentrer dans la tronche la grammaire. Quand ils regardent du Tim Burton toute la journée, c'est plutôt pas mal. Vous pensez que c'est bon pour la vie ensuite? Ça permet de mieux comprendre le monde, la télévision sans doute, mais le monde. Je ne sais pas. Je pense que les grands cinéastes font du bien, même à des jeunes, et surtout à des jeunes. Il y a tout un problème d'apprentissage du cinéma. Il faut montrer les grands films aux enfants. Il faut du temps pour ça, parce qu'ils aiment bien qu'on les voit avec eux. Si on montre à un gosse de 10 ans Citizen Kane, il vaut mieux être à côté de lui, quoi, pour l'accompagner un peu, faire monter la sauce. Dans ce coffret qui sort chez Studio Canal, Bertrand Blier, il y a tous vos plus grands succès. Il y a Les Valseuses, Préparez vos mouchoirs, Buffet froid, Beau-père, Notre histoire, Tenue de soirée, Trop belle pour toi, Merci la vie, Les acteurs. Mais il y a aussi des films qu'on ne voyait plus, des films invisibles. Le premier, par exemple, Hitler connaît pas, que vous avez fait, vous aviez 22 ans, ou Calmos, qui est certainement votre plus grand bide. C'était un film avec Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel. Un film qui vous a valu d'être traité de misogyne à l'époque, on y reviendra, mais Hitler connaît pas. Qu'est-ce que c'était exactement? On est en 63, au début des années 60, c'est un documentaire, c'est de la caméra vérité, comme on disait à l'époque? Bah justement pas, c'est le fruit d'une rencontre hasardeuse entre un producteur qui s'appelait André Michelin, qui était membre de la famille Michelin, qui avait donc une signature tout à fait impressionnante, et qui voulait faire un film en cinéma vérité, c'était la mode à l'époque, et sur la jeunesse. Ils voulaient faire un truc comme ça. Moi, j'ai dit ça aussi, oui. C'était la mode à l'époque. C'était la mode. Les jeunes étaient nombreux. Oui, alors moi j'ai dit oui tout de suite, évidemment, parce qu'il faut toujours dire oui, hein, quand il y a. Moi, j'étais assez affamé quand même pour dire oui à un truc pareil, parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire. Puis petit à petit, c'est devenu un projet à moi, et on l'a fait. C'est devenu un film. C'est une espèce d'ovni
n'est jamais, que personne n'a jamais vu. Enfin, les gens l'ont vu quand il est sorti. Il est sorti dans 2 salles à Paris, peut-être 5 ou 6 en province, mais voilà, c'est un film d'expérimentation qui à l'époque était un ovni et qui, je crois, aujourd'hui ne l'est moins parce que il y a eu la télévision qui est passée par là et qui a utilisé beaucoup des méthodes que j'utilise dans le film. Mais voilà, donc... Quelles sont ces méthodes, en fait? C'est celle du docu-fiction, un peu? C'est du docu-fiction, c'est-à-dire que c'est du faux cinéma-vérité. Il y a des personnages qui sont des amateurs et qui racontent des histoires, et avec une sincérité tout à fait désarmante. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que moi, je les ai préparés pendant 3 mois avant. C'est-à-dire comme un psy, quoi. Je les ai fait répéter, je les ai... Bon, donc, ils étaient... c'est un drôle de truc d'enfoiré, quand même. Vous n'êtes pas du tout un réaliste, vous, Bertrand Blier. Il y a des cinéastes que ça fascine, que ça ressemble au réel. Vous, c'est le contraire. Moins ça ressemble au réel, et plus ça vous intéresse. Je ne sais pas si je suis pas réaliste, mais disons que j'aime bien, ça s'appelle avoir un regard, quoi. C'est-à-dire, je regarde les choses vraies aussi, je les montre dans mes films. Mais vous les sublimez. Bizarrement. Je vois, par exemple, des rues vides, la plupart du temps, il n'y a pas de bagnole, ou il n'y a pas de piétons, ou des choses comme ça. J'ai plein de tics comme ça, mais enfin, c'est quand même des vraies rues, des vrais lieux, j'ai jamais fait de film d'époque, par exemple. Je fais des films de mon temps, de mon époque à moi. Mais je ferai jamais une adaptation de Madame Bovary, ou comique alors, peut-être, oui. Bertrand Blier, je crois qu'enfant et adolescent, vous rêviez, vous l'avez raconté vous-même, devant les vitrines de lingerie. Et j'ai l'impression qu'en tant que cinéaste, vous continuez d'être un rêveur, comme ça, quelqu'un qui nous raconte ses fantasmes. Un peu comme Fellini rêvait devant Rome. Il était resté un provincial pour qui Rome, c'était un objet de fantasme. Fellini rêvait devant pas mal de trucs. Hein. Devant pas mal de trucs. Les Grunier-Bar, surtout. Aussi, bien, oui. Mais y compris devant Rome. C'est un cinéaste romain, mais en même temps, la ville qu'il nous montre est une ville totalement rêvée. Comme vous, la vie est totalement rêvée. Parce que Fellini voyait à sa façon, il transformait les choses, il avait son éclairage, et bon, voilà, il pense que c'est ça le cinéma, c'est ça qui est intéressant, c'est que tout d'un coup on filme dans Londres et aucun Londonien ne reconnaît, quoi. Mais c'était pourtant dans Londres. C'est l'imagination pour vous qui fait le travail, la réalité ne vous inspire pas? À la limite, je me demande si elle ne vous ennuie pas, la réalité. La réalité, il faut s'en servir, mais il faut y prendre les choses dont on a besoin. Il faut pas simplement faire du documentaire. Je veux dire, il y a énormément de films où on voit on voit à l'écran ce qu'on voit en sortant dans la rue, quoi. C'est quand même assez déprimant. Donc, autant sublimer ou aggraver la situation, quand on vit dans un endroit pourri, autant le montrer encore plus pourri qu'il n'est. Et donc voilà, je pense qu'il y a un humour dans la noirceur, il y a un humour dans la dépression artistique, et que ça fait partie du regard du cinéaste ou de l'auteur, enfin peu importe, mais comme était Céline qui disait tout le temps que tout était catastrophique et que bon, il exagérait tout le temps. Et mon réalisme à moi, il est fait de... Je veux dire, quand dans Buffet froid, il y a des gens il y a un couteau, c'est un vrai couteau, quoi. On rigole pas avec ces choses-là, mais ce qui se passe n'est pas vraiment très plausible. Frédéric Tadei regarde les hommes changer sur Europe 1. Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei. Bertrand Blier, revenons aux Valseuses, votre premier grand succès qui va véritablement lancer votre carrière. Le film sort en 1974, il vient de ressortir en DVD collector. On s'imagine toujours que les Valseuses, ça a été une grande partie de plaisir. On vous imagine batifolé avec Gérard Depardieu, Patrick Devers et Miu Miu. Est-ce que c'était le cas? C'est-à-dire que quand les gens voient le film est gai quand même. Enfin, il y a des moments de noirceur, mais c'est un film dynamique, gai, plein de jeunesse et de truculence. Donc ils se disent, qu'est-ce que vous avez dû vous marrer? Alors c'est vrai que tout le monde s'est beaucoup marré, sauf moi, parce que j'étais le metteur en scène et j'essayais de maintenir le navire à flot, quoi. Et c'était très difficile parce que mes 3 acteurs qui étaient géniaux, évidemment, et avec qui j'avais beaucoup de plaisir à travailler, étaient dans la vie et dans le travail exactement les mêmes que dans l'histoire du film. C'est-à-dire des voyous épouvantables, il faut bien le dire. Et ils avaient le même rapport amoureux que on voit dans le film entre ces 3-là. Enfin, c'est ce mélange de tendresse, de désir inassouvi, souvent. Il y a des tas de choses dont je n'ai pas été au courant, hein, mais enfin, je sais que ça a été assez chaud, oui.
Ça a été assez chaud. Et moi, qui avais quand même 10 ans de plus qu'eux, je passais pour un vieux con. Pour eux, j'étais Jean Delannoy, quoi. Et donc Jean Delannoy qui est mort récemment. Qui est mort centenaire. Centenaire, oui. Qui était un réalisateur très classique voilà. des années 50. Et 60. donc, pour eux, je fumais la pipe, j'avais la barbe, j'étais sérieux, j'avais des vestons anglais et tout. Bon, j'étais pas du tout comme eux. Et alors, il y avait que 10 ans d'écart, mais bon. On se comprenait très bien sur les scènes à faire, sur les dialogues, sur la façon de jouer, tout ça. Mais c'était une classe extrêmement turbulente, quoi. Et vous étiez censé être le pion, le prof, l'autorité. J'étais le pion, j'étais le prof, j'étais le flic, j'étais celui qui balance, celui qui fait répéter les acteurs quand ils ont pas dormi de la nuit et qui savent pas leur texte, enfin bon, tout ça. Ça a été un énorme succès aussi de scandale, il faut bien le reconnaître. Oui, oui. Ça, c'était très très choquant. Je vous l'ai déjà dit, Bertrand Blier, mais c'est vous le premier, en tout cas dans le cinéma français, à ma connaissance, qui parliez de la frigidité féminine, de la jouissance féminine aussi quand elle finit par arriver. On va écouter tout de suite un extrait des Valseuses. C'est quand, après avoir longuement lutiné Miou Miou dans le même lit, Patrick Devers et Gérard Depardieu n'en peuvent plus parce qu'ils voient bien que ça ne lui donne aucun plaisir. On écoute tout de suite un extrait des Valseuses. C'est vraiment pas la peine de me faire chier avec ton muscle là, pendant 15 jours. Oh, vas-y mollo, tu me files le mal de mer. Mais calme-toi, nom de Dieu. Enfin, t'énerve pas comme ça. Prends ton temps. Négocie. Ah bah dis donc. Jolie performance, hein. 3 minutes et demie. Tu parles d'un sprinter, hein. Et tout juste si t'arrives pas avant d'être parti. Comment veux-tu qu'elle aille au bonheur, la môme? J'y retourne. Ah non, ouais, tu permets. Après moi, hein. Là, après, ça va dégénérer. Ils n'y arriveront jamais, en fait. Et ça, on ne l'avait jamais vu au cinéma. Non, je crois pas, non, je ne sais pas. Mais enfin, oui, moi, ça me faisait beaucoup marrer, oui. C'est marrant et en même temps c'est pas drôle parce que vous savez bien que ça a été entre autres à l'époque on a commencé à en parler, c'était quand même le quotidien de beaucoup de femmes. Enfin, ça faisait rire les gens quand même dans les salles. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui évidemment étaient choqués, mais il y avait une grosse majorité de spectateurs qui se marraient. C'est un film qui a fait rire énormément les gens. Qui a fait rire énormément les gens, mais avec des problèmes graves. Ah bah oui, mais on rit bien qu'avec les problèmes graves. Ce mystère de la jouissance féminine, je vous en ai déjà parlé, mais je peux pas m'en empêcher de vous en reparler, puisque ça traverse tous vos films, et jusqu'à Combien tu m'aimes, le dernier en date, où il y a toujours la même question qui est posée. Qu'est-ce que c'est que la jouissance féminine? Est-ce qu'on en est sûr? Ça va plus loin que ça. C'est plutôt le mystère féminin dans sa totalité. C'est-à-dire qu'il y a, on essaye de comprendre une vie d'homme, c'est essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme, quoi. Et sur le tard, on s'aperçoit qu'on n'y est pas arrivé. Mais c'est vrai que j'aime bien, maintenant je me suis calmé, mais j'ai beaucoup aimé parler des choses de cul. Aussi bien pour les mecs que pour les filles. Parce que ça gênait tout le monde ou parce que ça vous semble d'une importance considérable? Je pense que c'est très important qu'il y ait une espèce... D'abord, on vit en France, qui est un pays comme gaulois, qui a une tradition de paillardise à certaines époques. Et ça me fait rire. Et ensuite, je pense que c'est important et qu'il faut en parler et que il y a une espèce d'hypocrisie là-dessus qui demeure malgré mai 68, malgré tout ça, malgré la libération sexuelle. Il y a encore des tabous, il y a encore des trucs où les gens font « Ah non, vous allez pas devoir parler de ça. » Non, non, d'accord, mais maintenant maintenant j'arrête. Enfin, j'arrête. Mais en quoi c'est important pour le reste de la vie, l'énigme sexuelle, à votre avis, Bertrand Blier? Je pense qu'on est tous un peu des obsédés, hommes et femmes. Voilà. Et que ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs et des bourreurs de mots. J'ai toujours remarqué que les plus pudiques, les plus grands censeurs sont les plus dévergondés. Par exemple, plus une fille, j'ai remarqué ça chez les femmes, plus les femmes sont libres de leur corps et plus, comme dirait un de mes amis, plus elles déroulent du câble, expression très délicate, plus elles vont être à droite et plus elles vont être pour la peine de mort et plus elles vont être pour interdire les choses scandaleuses. Voilà. Et pareil pour les mecs qui vont en Thaïlande se taper des petits garçons. C'est la même chose. Alors que d'autres qui ont des vies beaucoup plus normales sont beaucoup plus détendus avec ça. Donc c'est très important parce que je pense que ça c'est même politique.
ça a des répercussions sur beaucoup de choses. Sur la société, évidemment, sur les mœurs, sur la santé mentale des gens, des hommes et des femmes, et aussi même sur le monde, sur la politique, sur plein de choses qui font que... parce qu'on est dans un pays où il y a une fausse liberté, évidemment, quand on va dans le Marais ou quand on va avec certaines personnes très branchées, on se dit c'est une ville. Le Marais, je dis pour ceux qui nous écoutent, qui n'habitent pas Paris, c'est un quartier où il y a beaucoup de bars homosexuels. Oui, mais bon, puis il y a beaucoup de mecs très sympas, on a tous des copains très marrants qui sont dans le Marais. Bon, mais si derrière tout ça, il y a toujours une France extrêmement qui est quand même pour la moitié de droite, on l'a vu aux dernières élections, et qui est toujours guindé, qui est toujours un peu à l'abri derrière le Figaro quand même. Mais vous-même, Bertrand Blier, je peux pas imaginer que vous soyez de gauche. Vous avez dit tellement de mal des intellectuels de gauche, de la pensée de gauche dans vos films. Je ne dis pas de gauche, Bertrand Blier. Alors peut-être que pour vous, on dit de gauche, ni de droite. J'ai pas dit de mal des intellectuels de gauche. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Je vais y réfléchir pendant la publicité. Non, on est tous de gauche. Non, je pense qu'on peut être de gauche et tenir des propos d'anarchiste. Non, je veux dire, dans ce qu'on fait, dans ce qu'on écrit, ou dans ce qu'on tourne, ou dans ce qu'on montre aux spectateurs, on a tous les droits. Bon, la vie privée politique et le comportement dans la société, c'est autre chose. Mais je crois profondément à la gauche, et en tout cas en un certain esprit de gauche, et j'ai beaucoup apprécié dans le bouquin de Bernard-Henri Lévy sur la gauche, j'ai beaucoup apprécié sa démonstration là-dessus, justement, parce que lui, il peut être fortement soupçonné de pas l'être de gauche, mais il fait une démonstration selon laquelle il y a une gauche quand même si elle est mal en point. C'est très important, c'est très différent d'être de droite ou de gauche. Est-ce que vous croyez que l'homme est perfectible, par exemple? Vous pensez qu'il y a un progrès et qu'on doit le souhaiter? On pourrait être tenté de le croire. Quand j'étais jeune, je le croyais. Je doute que vous le croyiez encore. Mais il y a de la perfectibilité, disons, d'une génération à l'autre, entre les pères et les fils, ou entre les mères et les filles. Voilà. On peut transmettre à nos enfants quelque chose pour qu'ils soient un peu moins cons que nous. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, we go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war, a TV jail for us, a TV jail for us. Such a drama, such a war, a TV jail for us, a TV jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Police on the old place and camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. Police on the old place and camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Frédéric Tadei regarde les hommes changer sur Europe 1. Bertrand Blier, votre deuxième film s'est intitulé Calmos. Il était interprété par Jean-Pierre Mariel et Jean Rochefort. On l'avait pas vu depuis longtemps. C'est un film qui vous a valu, alors ça a été un énorme échec, mais ça vous a valu d'être taxé de misogyne. C'est à partir de ce moment-là que ça a commencé. On a dit que c'était un pamphlet. Avant déjà, au moment valseuse, oui. Pourtant, bien qu'on voyait cette jeune fille qui enfin découvrait la jouissance et c'était son bonheur, on se rendait compte que les hommes étaient incapables de la lui donner jusqu'à présent. Même en dépit de
ça? On vous a qualifié de misogyne? Il y avait des queues devant les cinémas où passaient les valseuses. À l'époque, il y avait encore des grandes queues très longues. Les gens attendaient 2 heures, etc. Et dans les queues, il y avait des militantes du MLF qui distribuaient des tracts sur lesquels il était écrit « N'allez pas voir cette ordure ». C'était les valseuses. J'avais pas encore touché à Calmos. Donc ça n'a fait que s'aggraver par la suite. Alors pourquoi Calmos? Qu'est-ce qu'on vous a reproché avec Calmos? C'est une blague. Je l'ai fait pour l'année de la femme. Alors évidemment, c'était une blague de carabin un peu. C'était un truc. Vos héros finissaient d'ailleurs dans un sexe féminin. Ils finissent dans un sexe et ils vont être écrabouillés par un sexe de masculin qui va rentrer dans le sexe féminin et eux ils sont au fond et ils ont une mort atroce, quoi. Mais c'est tout. Voilà, c'est une merveilleuse fable. Simplement, je pense qu'il aurait mieux fallu attendre un peu avant de faire le film. Voilà, c'est tout. Je pense que si je l'avais aujourd'hui, par exemple, avec tous les moyens techniques qu'on a aujourd'hui, ça serait plus agréable à faire. Et puis, ma maturité me permettrait d'alourdir un peu moins le trait et d'en faire quelque chose de plus amusant. Mais le film reste quand même une curiosité qui mérite d'être vu, à mon avis. Bertrand Blier, vous êtes de la génération d'Alain Corneau, de Bertrand Tavernier, de Jacques Doyon, hein, ici. De Miller. De Claude Miller. Est-ce que vous sentez, est-ce qu'il y a une génération là? Est-ce que vous sentez des points communs avec ces gens qui font un cinéma qui n'a rien à voir avec le vôtre? Ils n'ont rien, ça n'a rien à voir, mais enfin quand même, on a des trucs en commun. On avait avec Sautet aussi, que j'ai bien connu, qu'on pourrait dire qu'elle était un tout petit peu plus, mais enfin c'est le même, c'était là un peu la même famille, quoi. Disons Corneau, Miller, Tavernier, Sautet, moi et d'autres, on avait en commun des choses. Par exemple, on aimait bien faire des films bien foutus. On n'aimait pas. C'est pour ça que vous n'avez pas cité Jacques Doyon là. C'est pour vous, c'était autre chose. Parce que Jacques Doyon a pris une tangente beaucoup plus risquée. Et il n'a, à ma connaissance, pas travaillé avec des stars, par exemple. C'est toute une autre démarche qui est commune à beaucoup de jeunes réalisateurs aujourd'hui. On voit Christophe Honoré, des gens comme ça, qui suivent la même démarche, avec beaucoup de talent d'ailleurs, mais il y a ceux qui prennent, Clapiche, par exemple, il prend Binoche, il prend Romain Duris, il prend les meilleurs, c'est un positionnement, disons, vis-à-vis du public. C'est-à-dire que, est-ce qu'on veut avoir des cinémas pleins ou des cinémas vides? C'est quand même un choix au départ. Vous avez toujours voulu qu'ils soient pleins? Moi, j'aime quand c'est plein. Et quand c'est vide, vous êtes très malheureux parce que ça a été vide aussi. Ah oui. C'est vide 2 fois sur 3. Un succès. Avec Bertrand Blier, pas forcément avec Claude Zidi. Non, mais oui, d'accord, mais la plupart des metteurs en scène qu'on aime ont connu des bides tragiques. Sauf Kubrick, qui était le professeur, évidemment. Mais la plupart, même Truffaut a pris des bides terribles. Pas beaucoup, mais il en a pris. Donc c'est la logique, c'est normal, mais un cinéma plein, c'est quand même plus, comme un théâtre d'ailleurs, c'est pareil, c'est quand même plus agréable, c'est fait pour ça, quoi. Je parlais de la proximité générationnelle, mais en termes d'esprit, de famille, je parlais de Fellini tout à l'heure. Qui sont pour vous vos maîtres? À quel esprit, à quelle famille, pardon, du cinéma est-ce que vous avez l'impression d'appartenir? Je citais Fellini parce que pour moi c'est un cinéaste onirique comme vous l'êtes. Y en a-t-il d'autres? Est-ce que Buñuel, par exemple? Oui, alors Buñuel, non, mais il y a ceux qu'on a digérés. De toute façon, il y a la culture. Alors Buñuel, il est en moi, il est digéré. En moi, j'ai Hitchcock aussi que j'ai digéré. Tous ces gens-là, bon. Parce que, évidemment, mais je peux pas dire que c'est Buñuel qui m'a donné envie de faire des films. Clouseau? Mais c'est vrai que ça m'est arrivé de râler à titre posthume après Buñuel, parce qu'il a fait des trucs que je rêvais de faire. Comme le Fantôme de la Liberté ou le Charme discret de la bourgeoisie. Non, mais il a fait, par exemple, ce fameux truc où les gens sont en train de dîner, où il y a une baffe extraordinaire donnée par Claude Pieplu, et là, il y a le rideau qui se lève et ils sont sur scène devant un théâtre plein. Bon, ça, c'est mon rêve d'avoir. Mais je peux pas le faire, il l'a fait, ce salopard. Et Henri-Georges Clouzot, il a joué un rôle. Alors, Henri-Georges Clouzot, lui, je l'ai connu en tant qu'homme, mais je ne suis pas, à part que des Orfèvres et Manon, je ne suis pas un fanatique absolu de ces films. Par contre, il y a des metteurs en scène qui m'ont déclenché, disons, une vocation furieuse. Et évidemment, il y a eu l'époque de la Nouvelle Vague. Et puis, il y a eu surtout Alain Resnais qui m'a complètement déglingué la tête. Pourquoi? Avec Hiroshima, mon amour. Il est très souvent cité, Alain Resnais. Il fait partie de ces cinéastes qui ont donné envie à beaucoup de gens de faire du cinéma. Il a donné envie, il n'est pas le seul. Il y en a d'autres. Godard a donné envie beaucoup aussi.
Godard donne une envie formidable de faire des films, et souvent quand j'ai pas le moral, je me mets un Godard, mais même les récents qui sont quand même très abstraits, même ceux-là, ils donnent envie de faire du cinéma. Et ça, c'est une des grandes qualités, parce qu'il y a un box-office du public, mais il y a un box-office des autres cinéastes aussi. C'est vrai. Et là, Alain Resnais, il est dans les... Là, il y a des mecs incontournables qui donnent envie de faire du cinéma. Il y a un de vos films qui est certainement un de ceux qui vous a valu le plus de fans, Bertrand Blier. C'est Buffet froid qui figure dans le coffret. C'est sans doute votre film le plus drôle, mais aussi le plus inquiétant au moment où il sort. Depuis, vous avez fait Tenue de soirée, qui était peut-être encore plus drôle que Buffet froid. Mais à l'époque, Buffet froid, c'est un film qui déclenche des rires extraordinaires, mais qui en même temps fout la trouille. C'est comme ça que vous le vouliez ? J'ai rien voulu. Un jour, je me suis mis devant du papier, et puis il y a cette histoire qui est venue, je ne sais pas encore comment. Elle est venue très vite. C'est toujours le scénariste qui prime, hein, oui, et le dialoguiste. Hein. Oui. Et donc, je suis parti d'une idée. Je pense que c'est beaucoup. Je me suis servi de Gérard Depardieu parce que quand on rencontre un mec comme ça, ça donne des idées, quoi. C'est une muse. Et donc, Gérard, il avait toujours un couteau avec lui pour couper. Et alors, pendant les tournages, il prenait une branche d'arbre. Et il en faisait un cure-dent, quoi. Et il coupait, parce que ça le calmait. Et alors, il avait des couteaux sérieux. Et donc, et il blaguait avec ça. Et donc, un jour, je sais pas, j'ai pensé à lui, au couteau, et l'idée est venue, et si je vous mettais mon couteau dans le ventre, quel effet ça ferait? Ça ferait comme un lavabo qui se vide, tout, voilà, bon. Et c'est venu, et les scènes sont venues, et en 2 semaines, j'avais écrit le film. Et après... j'ai mis 1 an pour trouver le pognon, et ça a été... j'ai failli y laisser ma peau, quoi. C'était terrible. Puis on l'a fait. C'est un film où tout le monde a peur. C'est un film sur la paranoïa générale. Mais ceux qui avaient le plus peur, c'était les producteurs. Hein. Et alors, oui, on a peur parce que tout le monde tue tout le monde, alors évidemment... Non, mais ils tuent tout le monde aussi parce qu'ils ont peur. Oui, par peur, oui. Vous croyez que c'est toujours ça, la violence naît de la peur? Certainement, oui. On dit de l'ignorance aussi. L'ignorance, mais la peur est bâtie sur l'ignorance, c'est très souvent. Vous, qu'est-ce qui vous fait peur, vous, dans la vie? Aujourd'hui, en 2008? Plein de trucs. La connerie envahissante, la disparition de choses. Je parle pas des gros dangers de style terrorisme et tout, parce qu'on a tous peur de ça, évidemment, mais il y a de quoi avoir peur. Là, aujourd'hui, on peut dire qu'on a peur d'une guerre, par exemple. Parce que quand il y a des grands problèmes financiers comme ça, la seule solution que les hommes aient trouvée, c'est de faire une guerre. Europe 1, les terrasses de Jean-Luc Petit-Renaud. Mes enfants, je vous en supplie, prenez un billet aller simple pour Chartres, car je ne suis pas sûr que vous ayez ensuite envie de rentrer. Ce week-end, on installe la terrasse de... Regarde les ondes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei. Bertrand Blier, dans Buffet froid, vous faites tourner votre père, Bernard Blier. J'imagine que ça doit être toujours quelque chose de particulier de diriger son père. Vous l'aviez déjà fait dans votre 2e film qui s'appelait Si j'étais un espion. Votre père, on se souvient qu'il a débuté où il jouait plutôt les mous gentils et à la fin de sa carrière, il jouait plutôt les méchants et les durs. Quel père était-il ? Il était les deux. Hein. C'était un bonhomme très difficile à négocier. Ça a été un très bon papa. Pendant beaucoup de temps, pendant ma petite enfance, très bon papa. Après, ça a été un petit peu plus difficile. J'ai eu des conflits avec lui sévères. On s'est fâchés même. On est resté 3 ans sans s'adresser la parole. Et puis après, on a ouvert une bouteille, on a bu un coup, puis c'était fini, quoi. On est bizarre dans la famille, hein. Mais c'était un père. Il m'a structuré complètement. C'est l'homme le plus important de ma vie, quoi. Il y a pas beaucoup de fils peuvent dire ça de leur père. Mais mon père m'a donné beaucoup de choses. Il m'a donné le goût d'abord, il m'a appris ce que c'était qu'un bon acteur. Il m'a formé l'oreille, puisque c'était moi qui le faisais répéter quand je rentrais du lycée ou de l'école, même avant. Je lui faisais répéter ses pièces, donc j'avais en face de moi... moi, j'avais la brochure, je faisais tous les rôles, je faisais la concierge, l'amant, le mari, la femme, et lui, il faisait le rôle principal. Et il déambulait devant moi, et c'était quand même un des meilleurs acteurs français. Donc c'est une école de l'oreille hallucinante. On va l'écouter tout de suite dans Buffet froid. Cette tour est malsaine. Des meurtres ont été commis, ça suffit comme ça, je veux pas d'un nouveau criminel comme voisin. Mais j'ai jamais tué personne, moi. Je suis un artiste, je suis un musicien, je suis 3e violon à l'opéra. C'est ça bien ? Je vous dis que je suis un simple musicien. Un petit violoniste complètement insignifiant. Mettez-lui les menottes. Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait?
Il n'y aura pas de violoniste dans cette tour. C'est une tour interdite aux musiciens. C'est une tour sans gamme et sans arpège. On veut pas devenir dingue avec ton archet qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages. Ça me scie les nerfs, moi, le violon. Je suis allergique. T'as connu une dénommée Jacqueline Pradel? Oui. Elle jouait dans le trio des Marais. Une grande artiste. Très grande. C'était ma femme. Elle passait son temps à faire des gammes. À ce moment-là, j'étais jeune inspecteur, je me tapais tout le sale boulot. Les passages à tabac, les interrogatoires toute la journée. Le soir, je rentrais du commissariat vanné. Et elle m'accueillait avec des gammes, toujours des gammes. Pas moyen de se reposer 5 minutes. Alors un jour, j'ai branché son violon sur le 220. Et puis voilà. Tu comprends maintenant? Et pourtant, je l'aimais. J'étais fou d'elle. Alors elle est pas morte dans son bain? Bien sûr que non. Son bain, je l'ai fait couler après. Vous allez m'encrister ce type-là et me le travailler jusqu'à ce qu'il sorte un peu ce qu'il a dans le ventre. Bien, chef. Exécution! Bertrand Blier, on se dit que ça doit être formidable quand on a perdu son père, de pouvoir le retrouver, le réécouter quand on a envie. Est-ce que c'est si formidable que ça? Non, c'est pas très agréable, honnêtement. Ni avec mon père, ni avec d'autres personnes que j'ai perdues, que je pense à Patrick Devers, par exemple. C'est pas... disons que je supporte mon père, je vois les films de mon père jusqu'à un certain âge. Et après, c'est insupportable. C'est-à-dire que dès que l'homme âgé et l'homme qui va probablement être atteint par la maladie et tout ça commence à arriver, là, je ne supporte pas. Est-ce que vous aviez tendance à protéger votre père sur un tournage? Sur le tournage de Buffet froid, par exemple, vous lui faites tourner une scène dans une barque sur un lac, alors que tout le monde sait qu'il ne savait pas nager. Il ne savait pas nager, il était aquaphobe. Voilà, en plus. Il y avait des hommes grenouilles partout. Oui, mais il était acteur, donc... Oui, mais vous auriez pu avoir... voilà, vous dire, non, je vais pas faire ça à papa, quoi. Oui, mais on avait pris les précautions, et quand même, quand il est monté dans la barque, la première fois avec Gérard Depardieu, qui était assez chaud, parce qu'il avait passé une nuit difficile, donc assez agité, donc c'était quand même deux gros morceaux dans une barque fragile, un fragile esquif. Et alors on les a poussés, et avant de partir, mon père m'a dit, tu vas quand même pas buter ton père. J'ai trouvé ça magnifique. On a fait 2 prises, et ça s'est très bien passé, mais j'étais pas vraiment très très fier, là. Vous parlez de votre père, Bernard Blier, un des plus grands acteurs français, mais votre parrain était lui aussi un des plus grands acteurs français, c'était Louis Jouvet. Oui. Vous l'avez pas fait répéter, lui? Je l'ai jamais connu. Ah, vous ne l'avez jamais rencontré? Il est venu me voir, il est même pas venu à mon baptême. Alors j'ai demandé récemment, parce que je pensais que mon père me racontait des blagues, j'ai voulu avoir la certitude que Louis Jouvet était mon parrain, donc j'ai écrit à l'église. Ils m'ont envoyé le certificat de baptême. Et je suis en effet, il y a marqué Louis Jouvet, parrain Louis Jouvet, mais représenté par Monsieur Pierre Faux, qui était un oncle du côté de ma mère, et donc il n'a même pas pu venir au baptême. Vous l'avez pas mal pris rétrospectivement, ce désintérêt de la part de Louis Jouvet? Ça m'énerve quand Lucchini en parle, parce qu'il s'est approprié Louis Jouvet, qui est devenu sa propriété exclusive, et ça m'énerve un peu, je lui ai dit d'ailleurs. Vous lui avez dit quoi, qu'il arrête? Qu'il arrête, parce que c'était quand même mon parrain, quoi. Parlez-moi d'Alain Delon, avec qui vous avez fait un film, Notre Histoire, qui là encore figure dans ce coffret. Alain Delon, d'ailleurs, le film n'a pas été un énorme succès, mais Alain Delon a dit que c'était un de ses plus beaux films, certainement. Comment l'avez-vous trouvé comme acteur? Où est le talent d'Alain Delon pour vous? Comme acteur, c'est sans doute un des meilleurs que j'ai rencontrés. C'est pas comme ça qu'on le voit, en général. On le voit comme un personnage, Alain Delon. On ne se dit pas qu'il fait des rôles de composition. Or, c'en est un dans votre film. Oui, enfin, composition, une légère composition, mais c'est surtout un animal, c'est un félin extraordinaire devant une caméra. Voilà, c'est la sensation que j'ai eue. Parce que, comment dirais-je, j'ai eu ça, j'imagine qu'on a eu ça avec Belmondo aussi. Avec qui j'ai très peu tourné, mais qui est dans les acteurs. Qui est dans les acteurs, mais bon, c'est fabuleux. Est dans le coffret, les acteurs. Voilà, donc Delon, c'est un homme qui c'est l'animal cinéma, quoi. Voilà. Il arrive, il sait où sont les lumières, il sait exactement là où il faut se mettre. Il propose un truc intelligent. Je veux dire, c'est le talent à l'état brut, avec un physique exceptionnel. Et ensuite, voilà. Donc, alors le caractère, l'homme, tout ça, c'est autre chose. Il n'est pas facile, mais il a une qualité que j'ai beaucoup appréciée, c'est qu'il a le profond respect des auteurs. Donc,
ça donnait, on a eu des très bons rapports sur le tournage, très agréables. Il disait votre texte à la virgule près. Ah oui, comme Gabin, c'est une génération d'acteurs à la virgule. En revanche, ça s'est moins bien passé avec Coluche. Oui, parce que Michel était... C'était dans La femme de mon pote. Voilà, alors Michel, à cette époque-là, il n'avait pas encore vraiment le goût du métier d'acteur, donc il aimait bien toucher le pognon, mais il aimait pas faire le boulot, quoi. Donc il fallait pas lui demander de faire une deuxième prise, par exemple. Il était pourtant très très bien payé à l'époque déjà. Oui, mais il m'a dit la première fois que je lui ai dit de refaire une prise, il m'a dit bah oui, mais alors t'aurais dû me le dire, fallait prendre si t'es comme ça, moi, fallait prendre un professionnel. Alors, mais il avait le prix du professionnel. Tous les samedis sur Europe 1, 10h, 11h. Regarde les hommes changer. Bertrand Blier, on vous a souvent qualifié de cinéaste provocateur. Je préfère le terme provoquant. Vous avez souvent provoqué vos spectateurs, y compris même peut-être vos acteurs, en leur faisant jouer des choses qu'ils n'avaient jamais jouées. On parlait tout à l'heure, on disait que vous aviez été le premier à montrer la frigidité, vous avez montré l'impuissance, vous avez travaillé autour de l'inceste dans Beau-Père, l'homosexualité dans Tenue de soirée, l'argent, l'importance de l'argent, ça aussi c'est quelque chose que vous avez traité souvent. La beauté d'une femme, et Dieu sait si ça peut être tabou et choquant ça, et vous l'avez fait dans Trop belle pour toi avec Carole Bouquet, c'était pas évident à faire. Le caractère criminel des hommes, vous en parliez tout à l'heure, c'était dans Buffet froid. Est-ce que c'est l'idée de provoquer? Qu'est-ce que vous cherchez à ce moment-là? Est-ce que c'est vous tout simplement que vous provoquez? Oui, c'est moi, j'essaye de me surprendre moi, et de m'amuser moi d'abord. Parce que c'est quand même la garantie numéro 1. Si moi je m'emmerde en écrivant, il est probable que le public va pas beaucoup se marrer, quoi. Et moi je vous soupçonne, Bertrand Blier, d'être tous vos personnages. J'ai toujours l'impression qu'à la fois dans Les Valseuses, vous êtes tous les trois, vous êtes Devers, vous êtes Depardieu, vous êtes Miou Miou. Dans Tenue de soirée, vous êtes Michel Blanc, Depardieu et Miou Miou. Vous êtes toujours là dans tous vos personnages. Vous êtes un peu Bernard Campan dans Combien tu m'aimes. Oui, mais bon, évidemment, mais je pense que ça c'est propre à tous les auteurs. Un romancier, c'est pareil. On est les personnages qu'on est en train d'écrire. On est Madame Bovary, comme disait notre camarade. Voilà, donc oui, mais surtout la vérité, c'est que j'ai une espèce de, je cherche des déflagrations. Je cherche à faire démarrer des trucs, des histoires avec des déflagrations, avec des presque tous mes films démarrent sur les chapeaux de roue. Il y en a très peu qui démarrent en douceur. Et il y a toujours un bon pitch, comme on dit aujourd'hui. Pas toujours, mais j'essaie. Souvent. Enfin, oui, vaut mieux. C'est quand même ça l'histoire. C'est ça qui va donner envie aux gens. Dans Tenue de soirée, c'était le fait que Depardieu, irrésistible, extrêmement séduisant en homosexuel, s'amourache de Michel Blanc, qui lui a rien demandé, qui est un hétéro de base, on va dire. Oui. Et ça donne quand même un film tout à fait déroutant. On va en écouter tout de suite un extrait. Ils sont tous les trois. Il y a Miou Miou, il y a Michel Blanc et il y a Gérard Depardieu. T'aurais la fatigue. Espèce de vieille pédale. On se calme, les garçons, on se calme. Tu sais ce qui se passe quand t'ouvres la bouche? Ça sent la pissotière. Oh! Ne sois pas bêtement désagréable, Antoine. Bob est notre ami, un ami merveilleux. Tu vas finir par lui faire de la peine. Non, laisse tomber, ma chérie, laisse tomber. C'est pas grave. Enfin, je vais tout de même pas me faire enculer sous prétexte que c'est un ami. T'en as d'autres des amis? Non. Eh ben moi non plus. Notre seul ami, c'est Bob. Il a transformé notre vie d'un coup de baguette magique. Tu vas pas foutre tout ça en l'air pour une histoire de susceptibilité mal placée. Mais elle est parfaitement bien placée, ma susceptibilité. Il s'agit de mon trou du cul. Et mon trou du cul, j'ai pas envie de le transformer en entrée de métro. Bertrand Blier, vous vous êtes laissé emporter par les dialogues dans ce film. Oui, bah oui. Bien sûr. Vous n'aviez aucune idée il n'y avait pas de démonstration au départ, vous ne vouliez rien prouver. C'était le plaisir de suivre cette histoire improbable. Vous savez, c'est une idée que j'avais eue pendant le tournage des Valseuses. Vous vouliez que ce soit d'ailleurs Depardieu et Devers. J'avais dit à Patrick, Gérard et Miou Miou, je leur avais raconté le thème et je leur avais dit, si un jour on est dans la merde, on fera celui-là. Et on s'était tous tapés dans la main. Et puis bon, après c'est devenu plus compliqué parce que Patrick nous a quittés, etc. Bon, et moi j'ai fait le film très longtemps après. Et sur une idée, c'est une idée de boulevard. C'est une pièce de boulevard. C'est un vaudeville. C'est un vaudeville.
Mais c'est un vaudeville. Mais violent, mal élevé, quoi. Très grossier, parce qu'il y a un truc qui est chez moi très important, c'est le thème du voyou. C'est-à-dire, c'est l'héritage de Genet et tout ça. C'est-à-dire que Gérard est un vrai voyou. Celui qui s'introduit dans la maison et qui va en changer les règles. Voilà. Parce qu'il y a la tôle derrière, il y a l'homosexualité de la prison, il y a tout ça. Michel Blanc, qui n'est pas Patrick Devers, mais finalement, on se dit que c'est encore mieux, peut-être, avec Michel Blanc. On y aurait peut-être moins cru avec Patrick Devers, parce que ce duo existait déjà, avant cette soirée. On n'en sait rien. Moi, je voulais faire le film avec Gérard et Patrick Devers. Ensuite, j'ai voulu le faire avec Bernard Giraudot, et qui ne m'a pas tout à fait suivi, au point de me laisser même chercher un autre acteur. Voilà. Et puis l'idée de prendre un comique, parce que à cette époque-là, Michel était vraiment un grand acteur de comique. Il y avait Coluche et lui, quoi. Et j'ai hésité, je me suis dit, il y a 2 acteurs qui peuvent jouer ça, finalement, il faut que j'arrête de chercher un jeune premier, il faut que je prenne un comique. Il y a Coluche, avec qui je venais de faire un film, et Michel Blanc. Et je me suis dit, lequel j'appelle? Et j'ai appelé Michel Blanc, et qui m'a donné sa réponse positive le lendemain matin. Donc ça a été magnifique. Votre fascination pour le voyou, tel que vous venez de nous le dire, me rappelle que vous vous définissez toujours comme un bourgeois. Qu'est-ce que c'est pour vous un bourgeois? En quoi êtes-vous un bourgeois? Oh, j'ai dû dire ça dans certaines circonstances, mais je suis aussi un voyou. Plus intellectuellement? Je suis un bourgeois, c'est-à-dire que quand on vit dans le confort, on est un bourgeois. Ça suffit aujourd'hui? Oh, ça permet en tout cas de déterminer, de faire la séparation entre les bourgeois et les non-bourgeois. Je veux dire, bon, c'est vrai que j'ai été élevé dans un confort assez important quand même. J'étais le fils d'un acteur très connu, donc mon enfance n'a pas été dans la misère. En même temps, ça avait mal commencé. Vous êtes né en mars 39, juste avant la guerre. Les 6 premières années, quand même. Quel souvenir vous gardez de l'occupation? Comme tous les enfants, je garde le souvenir de le bruit des bottes, les bombardements, les caves, mon père qui avait la peur de mon père qui s'était évadé, qui vivait à Paris, plus ou moins planqué, enfin, et qui à chaque fois qu'il entendait le bruit de l'ascenseur pensait que c'était pour lui. Donc il m'a communiqué cette peur, une peur phénoménale. Votre père, au départ, était prisonnier de guerre? Il a été prisonnier au Stalag. Vous l'avez pas connu au départ? Je l'ai connu un peu, mais il est très vite parti. Je suis né en mars 39, donc il est très vite parti faire ses classes, parce qu'il était sur Citerre. Donc il a été mobilisé, il a fait ses classes, et après il est allé sur la ligne Maginot, qui était un endroit sympa à l'époque, et il a été fait prisonnier, voilà. Bon, donc je l'ai connu plus tard. Et donc j'ai des souvenirs extrêmement précis de la période de la guerre, des avions qui passaient dans le ciel, de tout ça, et des sirènes, et tout ce que les mômes de cette époque-là ont connu, quoi. Enfin, j'ai été préservé des grands malheurs, quand même, il faut le dire. Bertrand Blier, des malheurs vous en avez connu quand même, j'imagine, dans votre vie comme tout le monde, mais à partir de Tenue de soirée, vous allez avoir du mal à séduire le grand public. Ça vous est arrivé. Il y a eu Trop belle pour toi. Après. Trop belle pour toi, c'est vrai, pardon, qui a effectivement attiré plusieurs millions de spectateurs, qui étaient sur ce sujet difficile, on le disait tout à l'heure, qui est la beauté féminine dans ce qu'elle a d'injuste. C'est mon premier film bourgeois. J'ai fait un film bourgeois, parce qu'il parle de gens qui sont des bourgeois. Et qui ont tout pour eux. Qui ont tout pour eux, qui ont du pognon, qui sont ou beaux ou moins beaux, mais enfin qui sont quand même pas des malheureux. Et c'est mon seul film où les personnages ne sont pas des voyous, des loupards, des cambrioleurs ou des assassins. Et donc, après Trop belle pour toi, vous allez avoir du mal à séduire le public. Est-ce que vous en souffrez aujourd'hui rétrospectivement de ne plus avoir connu de si grands succès depuis, on va dire, je pense que c'est un peu normal dans la mesure où d'abord j'ai pas fait forcément les films que je voulais faire. J'ai fait des films, mais il y en a que j'ai pas pu tourner et qui peut-être auraient été des grands succès. Il y a toute une partie cachée de l'iceberg là dont on parle jamais, mais dont je parlerai moi un jour. Mais j'ai plein de films prêts à tourner dans mes tiroirs, par exemple. Donc, alors ceux que j'ai faits n'étaient peut-être pas les bons. Et puis il y a aussi un phénomène, c'est qu'il y a une lassitude. Quand on est un cinéaste qui a marqué un peu les gens, ce qui est mon cas, c'est un handicap au bout d'un moment, parce que on dit il va encore nous faire une histoire de partout, de ceci, de cela. On est connoté, on est rangé dans un tiroir. Les gens ont envie de nouveautés, c'est comme les acteurs, ils aiment bien les nouveaux.